Et si les Wolves draftent Stephen Curry en 2009? C'est lundi. Lundi, ça rime à Curry. Tout à fait. On s'installe, peinard en faisant la bise. Comment ça va, Alex? Bon, ça va bien, nickel. Hein. On a passé laborieusement ce samedi et ce dimanche et hop, nous sommes enfin lundi. Eh bien, c'est magnifique. Donc on peut respirer. Tout à fait. Le meilleur jour de la semaine, vous le connaissez. En vous faisant la bise, on espère justement que vous avez passé une bonne semaine précédente. Nous continuons ce magnifique parcours des enquêtes Trash Talk sur cette saison 2020-21. Comme d'habitude, chaque semaine, vous démarrez avec une vidéo sur votre chaîne préférée. On a vu toutes vos suggestions, on a vu plein de questions et on a décidé de partir entre le Minnesota et la Californie. Il y a 2-3 choses drôles à raconter aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc évidemment, si vous êtes fan des Wolves, regardez cette vidéo, on va raconter plein de trucs intéressants. S'il y a des moments qui vous énervent, je peux le comprendre par avance. Si vous êtes fan des Warriors, tout à fait, je ne peux que plus soyez. Et si vous êtes fan des Warriors, remerciez n'importe quel esprit auquel vous croyez, n'importe quel ancien qui a pu vous bénir, puisque c'est un grand moment dans l'histoire de l'année dont on va parler. Nous allons tout faire, évidemment, dans l'ordre, comme d'habitude. Faire la petite présentation, rappeler que évidemment sur cette année 2021, à chaque fois on fait les enquêtes Trash Talk, donc le fil rouge il n'a pas changé, à chaque fois on démarre avec le contexte, où on explique tous les éléments qui nous mènent à cette question, savoir un peu comment c'était à l'époque, en l'occurrence fin des années 2000, début des années 2010, on va expliquer tout ça, ensuite on va pouvoir éteindre cette boîte pour évidemment la rallumer ensuite, puisque ce sera la boîte à SF. La boîte à SF, tout à fait, t'as bien fait de l'éteindre, comme ça on pourra la rallumer. Exactement. Voilà. Boîte à SF dans laquelle, Alex, qu'est-ce qu'on fait? On se pose des questions de... Bah ouais, si les Wolves avaient drafté Steph Curry, dis donc, est-ce que ça aurait changé des choses pour les Wolves ou pas? Et pour le basket d'une manière générale? Plein de petites questions de ce genre. Voilà. Dans la boîte à SF, évidemment, on se fait un petit aller-retour entre le passé et le présent et le futur. On termine enfin avec l'échelle du what if. L'échelle du what if, elle est entre 1 ou 0 et 5. Vers le 0 et le 1, c'est que bon, non, franchement, ça change quasiment rien. Et vers le 5, ah oui, dis donc, effectivement. Ça a chamboulé de 3 palmarès. Ah, dis donc. Évidemment, vous pouvez retrouver plein d'enquêtes qui ont été réalisées sur la chaîne YouTube préférée de ton joueur préféré. La semaine dernière, nous étions du côté d'un lac salé, où il y a eu pas mal de sel qui a été déversé. Salé, c'est le mot. C'est le mot. Et c'est pas Guérande. Tout à fait. Il n'y a pas de lac à Guérande, mais il y a des petits marais salants. Exactement, c'est Mormon City Gang. Pour ceux qui veulent aller voir, on a parlé du Jazz qui aurait dû finir ou aurait pu finir les Bulls en 1998. Voilà, la ville du lac salé, elle porte bien son nom. C'est ça, avec plein de petits buildings salés, des routes salées, des enfants salés, des tout ça. Trop salées, tout ça. Exactement. Toutes les autres enquêtes, vous pouvez les retrouver. De James Harden transféré à Houston en passant par la Dream Team, la draft de Tim Duncan. Que serait-il passé si Derrick Rose avait 2 genoux ou un très très bon kiné? Plein d'autres questions comme ça, on les a faites. Il y a eu parfois du 1 étoile, il y a eu parfois du 5 étoiles aussi. Ah ouais, il y a eu du 5 étoiles, bien sûr qu'il y a eu du 5 étoiles. On verra justement sur cette semaine, on va partir sur du 5 étoiles. Je sens que certains se frottent les mains. Avant de démarrer le contexte, vous le savez, on doit poser une grande question et c'est pas de savoir où se situe David Kahn. Il y a moyen d'ailleurs qu'il soit pas loin géographiquement de nous. Avant ça, on va devoir se demander, Alex, qu'est-ce qu'on mange? Allez, qu'est-ce qu'on mange, tiens, dis donc. Moi, je vais continuer ma tournée, Ma tournée du monde de la bouffe. Enfin, de ce que j'en connais. Va aller faire un tour en Grèce, tiens, cette semaine. Et alors, qu'est-ce qu'on mange en Grèce? La bouffe méditerranéenne. Alors, je sais, la Grèce, c'est pas pareil que d'autres pays méditerranéens et tout. Il y a des similitudes quand même, tout. Moi, en Grèce, ce que j'aime bien, petite tzatziki obligatoire. Obligatoire. Et après, ce que j'aime bien, c'est ce qu'ils appellent les souflakis. C'est les petites brochettes de viande grillée avec, en général, petits légumes, genre tomates, poivrons, par exemple. Ça, j'aime bien. Ça j'aime bien. Du bon pain. Ouais, du pita. Tout à fait. Une bonne pita. Bon pain pita. Et ça marche tout seul. C'est très bon. C'est pas gras en plus. Tu vois, la viande là-bas, ils savent bien la faire sans graisse et tout. Alors évidemment, nous, dans nos contrées ici, on a tendance à rajouter et des frites et de la sauce samouraï. Donc forcément, tout de suite, voilà.
En Grèce, sachez-le, genre par exemple à Thessalonique, vous allez manger ça avec un petit tzatziki, vos petites brochettes, des petits légumes, c'est nickel, ça passe tout seul. Souflakis, tout à fait. Bibi. Et quand on vous ramène évidemment le petit shot de ouzo à la fin du repas, on est bien comme il faut. Un l'ouzo, vous y allez doucement. La résina en apéro. Exactement, à consommer avec modération. Oui. Les gens qui sont sur le débat, bonjour chef, j'aimerais un grec ou un kebab. Doucement, attention. C'est pas le débat du jour, c'est pas aujourd'hui. Attention, non mais tu sais que ça c'est une... Bah oui, il y a une vraie question. Au niveau sémantique, il y a une vraie question. Une vraie question, tout à fait. Écoute, c'est comme ça. Bien évidemment, moi je vais rendre hommage à mes amis bretons. On sera sur une crêpe toute simple pour aujourd'hui. La complète par contre. Œuf, jambon, fromage. Ouais, bien. Tout simple. Donc sarrasin quoi. Exactement, sarrasin. Tout à fait. Comme dans Age of Empires, sarrasin. Léon, on mange quoi aujourd'hui? Petite salade de haricots verts, bien croquant. Pommes de terre? Tu dépasses... Non, si. Petits oignons. Pardon. Puis là, on va me dire oui, Alex, il veut des pommes de terre partout. Pardon, Léon. Tu fais cuire très peu de temps et tu les passes sous eau froide pour qu'ils restent bien. Croquant. Ouais, bien croquant. Comme ça. Mais il y a quoi comme accompagnement dedans? C'est tout. Tu mets quelques petites tomates, petits oignons frais, et puis tu mets un petit œuf dur comme ça. D'accord. Quelques grammes de sésame. Attention, parce qu'il y a du sésame, c'est pas très bon là, on a vu, il y a des pesticides dedans. Oh oui, bon alors si on commence comme ça... Non, mais c'est important. Oui, d'accord, mais si tu commences comme ça... Je peux vous dire que quand Léon, si vous suit sur le menu comme ça à l'oreille, ça donne faim, comme on dit. Salade de haricots verts, si vous êtes en Grèce ou bien en Bretagne, eh bien n'hésitez pas à nous partager vos plats et vos menus. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour d'autres petites dégustations. Quelle sera la région à laquelle Alex va rendre honneur? Je ne sais pas, j'ai déjà hâte. En attendant, on va aller bouffer. Personne n'a fait de blague quand même sur un poulet au curry. Je trouve ça quand même assez extraordinaire vu notre niveau d'humour sur cette chaîne. J'y ai même pas pensé. C'est trop belle. Arrête. Non, je n'y ai pas pensé. Sinon, si j'y avais pensé, je l'aurais faite. Tu me connais. Je rate pas ce genre de blague. Tu me connais. Je rate pas ce genre de blague. Moi, je pensais que t'allais faire. Non, j'y ai pas pensé. J'ai même parlé de lundi curry au début de la vidéo, mais je n'ai pas du tout pensé au poulet au curry. Peut-être parce que c'est pas ce que je préfère non plus, tu vois. Oh, c'est bon. Donc on est... Non, mais je dis pas que c'est pas bon. Mais à part en Thaïlande, bon. Très bien. Voilà. On aura l'occasion d'en rediscuter. Justement, on va manger du côté de Minneapolis, ou de San Francisco. Discutons tout de suite de cette enquête trash talk. On démarre évidemment avec le contexte. Et si les Wolves draftent Stephen Curry en 2009, on commence forcément avec une date. Alex, nous sommes le 25 juin de l'an de grâce 2009. Le soir de la draft, donc. Le jour de la draft. On est d'accord? Tout le monde en costard? Tout le monde en costard. Madison Square Garden. Belle petite cuvée, mine de rien, qui se prépare à l'horizon. Hein. Bien sûr. Les GM sont comme ça, et tout. Le GM des Grizzlies se prépare à nous faire des dingueries. Ceux qui n'ont pas la blague, ils l'auront bientôt. Très très vite. Vous allez la voir très vite. Voilà. Et puis, il y a des joueurs qui sont attendus clairement très haut. Blake Griffin, James Harden... et tout, et il y a d'autres joueurs où on ne sait pas encore trop qui va les prendre et comment ils vont se positionner, notamment plusieurs meneurs, on va y venir évidemment. Mais le contexte de cette draft 2009, faut bien comprendre qu'on est dans de la belle domination, Boston, Lakers et tout, mais aussi avec quand même à l'Est un petit garçon qui s'appelle LeBron James, qui commence quand même en 2009 à piquer très très fort, quoi. Tu vois, ça se voit, quoi, ça y est, on est là, on fait merde. T'es à l'Est, tu dis bon... quand je vais jouer les Cavs en playoff, je mets qui sur LeBron, quoi. Tu vois, en gros, on est d'accord. Hein. Même si ce sont les Celtics qui dominent, et puis les Lakers en face, hein, puisque on sort en 2008 une finale Celtics-Lakers, en 2009 une finale Lakers-Magic, hein, il y a Dwight Howard aussi quand même. Bien sûr. Garçon sérieux. Ouais. On est dans ce contexte-là en NBA. Et puis on est là, on attend cette soirée de draft, on se demande qui les Clippers vont sélectionner en 1. Les Clippers sont en premier, ils vont pouvoir justement partir sur peut-être un garçon rouquin fort athlétique qui nous vient de l'Oklahoma. C'est vrai que comme tu le dis, important de préciser que nous sommes à la fin des années 2000, on joue encore assez lentement, demi-terrain. Certains essayent de rompre ça, notamment dans l'Arizona. Gentiment. Ça s'accélère. Dans l'Arizona, il y en a 2-3 qui... exactement. Il y en a qui accélèrent. On a des franchises qui quand même continuent de penser que les Mavs ont joué assez vite aussi. Tout à fait. Je te coupe, hein, mais juste, tu vois, il y a quelques équipes qui commencent à... Bien sûr. À envoyer à essayer d'envoyer du rythme. Ouais. Mais on reste quand même encore dans cette domination intérieure. On est à la fin des années 2000, donc Tim Duncan reste aux Spurs. Shaq joue encore. Dirk Nowitzki est toujours à Dallas. On a Amare Stoudemire qui vient de faire des dingueries avec Phoenix. Kevin Garnett est à Boston. On vient d'avoir Boston aussi qui s'est tapé contre Détroit. On a toute cette
cette période des années 2000 où les Pistons sont en finale de conf, quoi qu'il Tous les arrive, ans. soit avec Rashid, soit avec Ben Wallace, soit avec les deux. On a Donc eu deux aussi, fois en finale NBA, dont une fois où ils gagnent. Hein. Donc c'est quand même sérieux. Hein. bien sûr, on a vu les Lakers s'en sortir. Certes, il y avait Carmelo Anthony qui était là avec Chauncey Billups, mais on avait Kenyon Martin et Nene Hilario qui étaient dans le coin. On a les Clippers d'Elton Brand, qui a été très très bon avant d'être un excellent general manager. Donc c'est vrai qu'on reste encore sur un contexte de secteur intérieur, et donc tu as quelques pépites qui sortent de là, notamment tout en haut, Blake Griffin. Quelques interrogations sur monsieur Kevin Love, qui a été absolument énorme, mais ça c'est la saison d'après, pardon, qu'il y aura du Kevin Love, mais on Je a... crois pas que ce soit la draft 2009. Hein. Non, Kevin Love. c'est la saison d'après Ah, ok, qu'il y a eu Kevin Love. d'accord. Ok, ouais. Mais sur certains intérieurs qui commencent à monter en grade, parce que notamment Blake Griffin après Kevin Love vont être pas mal comparés, on a Hashim Thabit qui est évidemment pas mal mentionné, et toutes ces interrogations on est fait sur les joueurs plutôt extérieurs. On est sur une draft où il y a du talent sur les postes 1 et 2. Il y a du talent sur les postes 1 et 2, il y a plusieurs très grosses cibles, et donc toute la question est de savoir, comme à chaque fois, hein, qui va prendre qui, est-ce qu'il va y avoir des trades, et si... et en 3, ok, si, qu'est-ce que tu fais, quoi? Parce que tu auras certainement plus Griffin, alors qu'il est d'Oklahoma et tout, que ça aurait pu... Voilà. Mais il est quand même assez attendu en numéro 1 par les Clippers, quand même, Blake Griffin, si je dis pas de bêtises, si Bien ma sûr. mémoire Non, mais c'est un... ne me fait pas défaut, c'est quand même un assez clear number 1, comme Ouais, on dit. il vient de faire une saison comme on n'a pas eu depuis quasiment, je crois, David Robinson. Il en a NCAA. sali le truc. Hein. Ouais. Il a sali le truc, donc les Clippers, à mon avis, il n'y a pas trop d'hésitation. Ça prend Blake Griffin en 1. Mhm. Arrivent ensuite les Grizzlies. Donc là, les Grizzlies, ils ont le choix. Il y a James Harden dans le pipe. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a Tyreke Evans dans le pipe aussi. Il y a évidemment le monsieur de la photo, hein, Steph Curry. Il y a aussi un monsieur espagnol, Ricky Rubio. Il y a DeMar DeRozan dans le pipe aussi. Bien sûr. Et les Grizzlies, eux, disent non. Il nous faut un intérieur dominant. Il nous faut de la taille. Bien il nous sûr. faut de la viande. Ouais. Tout à fait, surtout que les Grizzlies de l'époque, on le rappelle, ils sont assez contents de certaines sélections. Je sais pas, je vais essayer de revoir comment était l'effectif, mais je pense que on est à quelques mois après le transfert de T'es Pau en Gasol. post-Pau Gasol. On est après le transfert de Pau Gasol, donc on sait pas encore ce que peut donner ce potentiel Marc quelques mois, Gasol. 1 an et demi. Parce que Pau Gasol, c'est pendant la saison. Quelques- Ouais, mais on ouais, s'est compris. Quelques Vas-y, mois, ouais. mais en gros, c'est vrai Oui. on ne sait pas encore ce que Marc Gasol pourrait donner à Memphis, Ouais. mais par contre, on a des interrogations autour de voir comment est-ce qu'on peut construire avec les Rudy Gay, avec potentiellement O.J. Mayo aussi. Voilà, c'est ça. Donc normalement, tu vas peut-être ajouter un pivot, ça peut le faire. Ouais. Un pivot défensif, grand, immense, mobile, Hashim Thabit. Voilà. Bon, au niveau de la carrière, On y repassera. hein, c'est pas ouf, hein, Bah, on le fera dans la boîte à essai. hein, dans la boîte à SF. En 3 arrive Oklahoma City, qui, il faut le préciser, a déjà dans ses rangs Monsieur Kevin Durant, draft 2007, et Monsieur Russell Westbrook, draft 2008. Sérieux. Ok, si, James Harden. Au calme. Hein. Voilà. Je vous laisse regarder un peu comment ça s'est passé après, mais c'est vrai que 3 drafts de suite, ok, si, ils ont eu des pics assez hauts, ils n'ont pas fait n'importe quoi avec. Enfin, la draft de Durant, c'était encore les Sonics, hein, Non, bien sûr. qu'on se comprenne bien. Mais voilà. On arrive en 4, les Kings. Les Kings en 4, Tyreke Evans. Bon choix, Sera rookie de l'année, hein. tout à fait. Il a Bon bien choix. à salir son année de rookie, lui, hein. Il va rejoindre le groupe de Jordan, Oscar Robertson à 20 points, 5 25, rebonds et 5 passes de moyenne. Tyreke Un Evans. handle de malade et tout. Il a régalé, lui, hein. Son année de rookie, il a régalé. Tu devais avoir une décennie avec Tyreke Evans à la main, ça aurait été sympa. Ouais. Bon, en fait, c'était un ailier, et puis voilà, quoi. Souci de blessure, tout ça, enfin bref. C'est important qu'on remette un petit peu le contexte autour de Ricky Rubio parce qu'il y a. Je pense que nombreux ont vu ce qui s'est passé notamment il y a quelques années autour de Luka Doncic, où on avait un phénomène européen qui était très attendu de la part de n'importe quel Européen, qu'il soit slovène ou non, parce qu'il y avait ce phénomène qui était complètement dingue, où les Américains étaient un petit peu tendus et se disaient ah, ouais mais ok mais ça donne quoi de remporter le championnat d'Europe, mais il a pas fait la NCAA, ok mais mec il est trop fort. On voit ça. À l'époque, quand Ricky Rubio va arriver en NBA, quelques mois donc auparavant, on a quand même Ricky avec Team Espagne qui joue quand même contre Team USA si je dis pas de 2008. bêtises. Ah bah, Tout bien à fait. sûr, il est là, Ricky. Hein. À l'été 2008. Il a quel âge? 17 ans, 18 Ouais, ans 17-18 piges à peine. C'est un génie du basket qui a totalement dominé les sections mineures et qui doit être parmi les joueurs draftés le plus haut possible parce qu'on parle de Magic Johnson, Pete Maravich, Jason Kidd. Jason Kidd, tout à fait. Ouais. Ah oui, meneur de génie.
Et ce sont les Wolves qui sont en 5 là. Hein, ils vont le prendre. Logique, ils ont récupéré déjà Kevin Love l'année précédente. Faut savoir que Ricky Rubio n'arrivera pas tout de suite du tout. Hein. Je crois qu'il arrive 2 ans plus tard en NBA. Hein, je crois Ricky Rubio. Tu vois, juste. Bien Et sûr. je pense que les Wolves quand même le savent quand ils prennent Ricky Rubio, que potentiellement ils vont le laisser un peu continuer à se faire des poils au menton dans sûr. un autre championnat pendant une saison ou deux. Tu vois. Et la petite chose intéressante de cette draft, c'est que les Wolves ils ont le pick 5, mais ils ont aussi le pick 6. Et pas que. Hein? Non mais c'est quand même intéressant. C'est pas si souvent que ça qu'une équipe draft 2 fois de suite aussi haut. Ouais. Ils ont le pick 18 aussi, pour ceux qui veulent le savoir, ça va être très drôle à ajouter ça aussi. Oui, c'est vrai qu'ils ont le pick 18. Mais une équipe qui draft 2 fois de suite dans le top 10, franchement, c'est pas si souvent ça. Pas Hein. fréquent, ouais. Salut Sam Presti. Au moment où on fait cette vidéo, Sam Presti s'apprête à drafter 3 fois dans tous les top 10 de 5 drafts à venir. Oui, et puis tout à fait, et puis être 2 fois dans le top 10 d'une draft, où t'as un des meilleurs meneurs de tous les temps, un des meilleurs arrières de tous les temps, et un ailier fort extraordinaire, Ouais, franchement, normalement, ça doit bien se passer normalement. ça roule Ouais, comme sur des normalement, roulettes. Franchement, ta franchise, elle décolle. Hein. Tu peux pas te louper. Johnny Flynn, messieurs, dames. Johnny Flynn, Excellent guitariste. Excellent. Vraiment, hein. Ah ouais, excellent guitariste, le rythme dans la peau. Un bon feeling, jamais une fausse note, rien du tout. Sur un terrain de basket, il eut des qualités. Attends, il n'est pas drafté en 6 non plus pour rien. Non, ceux qui ont connu l'époque Syracuse avec Voilà. Jim Boeheim, on vient de passer les années Carmel Anthony, on a vu d'autres garçons venir. NCAA, il est Non, il est fort. il est énorme, il est hyper athlétique, il est excitant, il fait partie de ces garçons où tu peux compter sur lui parce que ça va être une star en devenir. Rapide, il va vite, il est explosif, il score, c'est un bon meneur slasher, enfin bref. Tout à fait. Dans cette rangée-là où il y a plusieurs meneurs, tu te dis le safe, le pari le plus sûr. C'est Johnny Flynn. C'est Johnny Flynn. Ouais. Genre, Johnny Flynn, ce serait le genre de gars, si on devait faire son profil, tu vois, comme on a souvent le nez fin et tout, on ferait genre, non, mais lui, enfin voilà, le plancher, on le connaît, quoi. Tu vois, on ferait ça, genre, ouais, on sait qu'il va scorer, lui, demain, il score en NBA. Comment tu peux te tromper, c'est Colin Sexton. Tu vas pas. Tu sais C'est que vrai tu qu'il y a vas. de ça, il y a un peu de ça, il y a du Colin C'est que Sexton. j'aime bien tout faire à fait. ça parfois. Tout à fait. Tu sais que tu vas avoir Get Buckets. Il est fort, il est athlétique, il est rapide. Bon bah c'est safe. Pourquoi si tu veux prendre Triangle Prends Colin Sexton, voyons. Une draft où il y a quelques meneurs dont on doit vous parler avant d'un certain garçon. Ricky Rubio, Johnny Flynn, Brandon Jennings. Brandon Jennings, c'est en 10 par les Bucks. Tout à fait. Ty Lawson, Ty Lawson, tout à fait. Jrue Holiday, Jrue Holiday. Jeff Teague, Darren Collison. Il y a quelques meneurs. Hein. Tout à fait. Rodrigue Bobois, Ah oui, quand même, oui. qu'il ne faut pas oublier. Sergio Llull, quand même, qui Ouais, vient de c'est cette vrai. draft 2009. Tout ça. Et au milieu, Patrick Beverley, quand même. Patoche, ouais. Hein, donc je veux dire, c'était assez difficile de faire le... C'est vrai que les Wolves, quand ils pensent, putain, un peu tout. Nando De Colo en 53. Ah, c'est chaud, putain. Patty Mills en 55. Qu'est-ce que c'est que cette draft de meneur extraordinaire? Quand même, hein. Vache. Et il y a au milieu de tout ça... Disons que les Wolves avaient 2 choix. Non, j'allais dire juste au milieu de tout ça, il y a Stephen Curry. Et il y a Stephen Curry, qui est aujourd'hui, on le sait, en 2021, le meilleur meneur, genre, it's not even close, de tous les noms que tu viens de citer. Ah oui, vraiment. On est d'accord ou pas? Oui, j'ai peur de la Non phrase. Oui. Par rapport à tous les mecs que tu viens de citer, là, les Jrue Holiday, Darren Collison, Brandon Jennings, Ricky Rubio, Bien sûr. Tu as cité d'autres. Nando et tout. De Colo, Patty Mills, Voilà. Beverley. Je les aime bien, c'est cool, mais le meilleur de tous, très 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 largement, celui qui a fait la plus grosse carrière, C'est Steph. c'est Steph. Genre, il n'y a même pas de discussion. Steph, il est dans une discussion, une autre discussion. Avec Magic Johnson, Isaiah Thomas et John Stockton. Hein, et Oscar Robertson. Voilà. Oui. Non, mais tu vois, Non, bien genre, sûr. il n'est pas en discussion avec Jrue Holiday, Darren Collison et Ricky Rubio. c'est sûr. Tu vois, genre, C'est important de rappeler aussi un contexte, et vous savez qu'on aime bien les running gags, parce que ce qu'on aime surtout, c'est toujours rappeler les choses importantes. Quand on a la draft de Ricky Rubio en 5, quand on a la draft de Johnny Flynn en 6, il y a une franchise qui se frotte les mains, qui se dit, si ça se passe bien, on va peut-être s'en sortir. Après les Warriors en 7, ce sont les Knicks qui sont en 8 et qui se très bon demandent choix. en 8 ce qu'ils vont prendre. Jordan Hill. Jordan Hill. Mais
tu peux peut-être te retrouver avec Steph Ouais. à un spot Ouais. près. Bah ouais, mais non. Non. Les Warriors vont pas laisser filer Steph Curry. Les Warriors vont profiter du fait que les Wolves vont pas le prendre ni en 5 ni en 6. Et en Warriors en 7, ça va pas hésiter longtemps. À mon avis, ils avaient des doutes, ils avaient du questionnement. On va en parler, hein, Bien sûr. attention. Mais ça a pas dû hésiter bien longtemps quand même. Non, Je pense pas ils auraient hésité quoi, avec DeMar DeRozan. Non, je pense pas, franchement. non, qui va faire le bonheur de Toronto, évidemment. Non, bien sûr. Bobby Curry. Ah non, mais il y a des joueurs vraiment complètement dingues dans cette draft. Les Warriors, ils prennent Curry. Et, important de rappeler le contexte, comme on le disait au niveau des intérieurs, on vient d'avoir une finale, comme tu as dit, entre les Lakers et le Magic. Bonheur tout frêle. On est sur un scouting report autour de Stephen Curry. Alors, 3 saisons en NCAA à Davidson. On est en Caroline du Nord, chez les Wildcats, si je dis pas de bêtises. Et on a ce jeune qui shoot vachement bien à 3 points, qui a cette image aussi de fils d'eux, hein, puisque son papa, Del Curry, a été en NBA. On se dit, bon, il est rapide, il a du handle, il est fort balle en main, mais, pardon, à la fin des années 2000, la phrase, elle est très très claire, et elle va suivre Steph pendant plusieurs années, et aujourd'hui devenir un blasphème. On ne remporte pas de titre dans une équipe où la pièce principale est un meneur de jeu. Bah d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'exemples, même dans l'histoire de la Ligue. Il y en a quelques-uns. Magic, Isaiah Thomas. Voilà cette liste. Merci. Voilà, la liste est finie. Voilà la liste. Non mais c'est chaud. Bah, tu peux pas. C'est chaud, je veux dire, des Steve Nash, des Jason Kidd, des... Non, mais Oscar c'est Karim. Oscar... La Magic, tu peux dire c'est Karim. Non, quand même pas. Ah oui, tu peux, mais... Tu peux, mais dis donc, c'est vache. Oscar, je suis d'accord, Oscar était vieux. Et Karim était tout jeune, tout dominant. Bah, Magic, c'est Bill Russell, même. tout ça, bien sûr. Non, clairement. Mais oui, effectivement. Donc, du coup, beaucoup d'équipes ont tenté des meneurs séduisants. Il y en a eu plein. John Stockton, Jason Kidd, Steve Nash, j'ai cité. Enfin, voilà, il y en a pas mal et tout. Il n'y en a pas un qui est bagué en tant que franchise player, parce que Kidd aura sa bague en 2011, mais il n'est pas du tout le franchise player des Mavs 2011. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi là-dessus. Donc hésitation, mais ça n'empêche pas les mecs de prendre. Moi, ce que je veux dire, c'est que je comprends ça. Ça n'empêche pas les Wolves de prendre des meneurs. Ah, mais non, ils prennent des meneurs, tout à fait. Donc ils prennent des meneurs. Donc ils ont un besoin à ce moment-là de se dire, ok, il nous faut du talent à la main. Bien sûr, mais c'est le profil qui dérange. Le profil Curry dérange. Parce que tu as Davidson, 3 saisons. Bon, on devient de plus en plus, on commence à rentrer aussi dans l'ère des freshman. C'est-à-dire que normalement, tu tiens une saison et puis après, on va voir. Il n'a pas l'air aussi athlétique qu'un Johnny Flynn. Oh là là, ça n'a pas l'air athlétique tout à fait, ça a l'air maigrelet. Est-ce qu'il n'est pas assez rapide et costaud pour suivre les meneurs adverses ? Costaud, surtout, c'est surtout le côté costaud qui questionnait sur Curry à l'époque. Complètement. Voir s'il va pouvoir tenir. Et puis, c'est quoi ? C'est un 6e homme qui va shooter à fond, genre Eddie House ou Jamal Crawford ou Lou Williams. Genre, en fait, il va nous apporter des points sortis de banc. Il sait faire quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il sait faire ? Et il sait juste sortir, courir derrière des écrans. Ok, Rip Hamilton. Bon. Je suis désolé, mais attends, mais ça parle comme ça. À l'époque, on se dit en mode, bon, Steph, oui, bon, bah... Comment tu le développes ? Comment tu travailles ? Comment tu l'entoures ? Les deux arrivent en NBA. Ricky Rubio reste en Espagne. Première saison de Johnny Flynn avec les Wolves. 81 matchs joués. 13 points et demi, 2-3 rebonds, 4-5 passes. J'ai les stats sous les yeux, là. Franchement, oui. Qui aurait pu croire qu'il n'allait jouer que 82 autres matchs en plus dans son histoire en NBA et que 4 ans plus tard, ou 5 ans, je sais plus, il sera en Chine. C'est un peu violent ce que je viens de dire, mais c'est la réalité de la carrière de Johnny Flynn. Bien sûr. Johnny Flynn qui rejoint un effectif, juste je fais le listing parce que quitte à se marrer sur cette première saison. Ah oui, l'effectif des Wolves. Pour que les gens puissent s'imaginer un petit peu, parce qu'après on le fera dans la boîte ASF, un peu dans quel genre d'effectif Steph débarque, parce qu'on n'est pas tout à fait sur le même management. Ah, c'est différent. On va parler de David Kahn après. Al Jefferson, Kevin Love, Corey Brewer, Ryan Gomes, Darko Milicic, Ramon Sessions, Wayne Ellington, qui était déjà là, extraordinaire, Ryan Hollins, Damien Wilkins, Sacha Pavlovic, Brian Cardinal. Ils avaient besoin d'un meneur au moins. Là-dessus, ils ne se sont pas trompés. T'es d'accord ? Ouais, après c'est le... Non, ils avaient besoin d'un meneur. Oui. J'aime bien Ramon Sessions, mais quand même. Non ? Si, tout à fait. Voilà. Bon. Donc Johnny Flynn, sa première saison, elle est
honorable. Pendant ce temps-là, Stephen Curry, sa première saison, franchement, elle est plus que bonne. Hein. Il est genre à 17-18 points par match. Il y a déjà 43 ou 40, je sais pas combien de pourcents à 3 points. Il y a 6 passes d'ess. Il a 44%. Voilà, normal quoi, Steph. Quoi. 18 points, 6 passes. Voilà, il est dans une équipe avec quelques noms que je balance. Stephen Jackson, Monta Ellis, Corey Maggette, Reggie Williams, Kelena Azubuike, Anthony Morrow, Anthony Tolliver, Anthony Randolph. Anthony Morrow. Anthony Zeby aussi, je crois. Rajabel. AC Lowe. D'ailleurs, il a fait une punchline récemment, Stephen Curry, là-dessus, sur AC Lowe, sur le fait que c'était le backup de AC Lowe au début de carrière. Donc, gardez espoir, les gars. Ça a été pas mal. Un certain Ronny Turiaf aussi qui était dans le coin. Mais c'est vrai que tu es quelques mois après les Warriors de We Believe, quelques années, 2 ans après les Warriors de We Believe. Donc, tu as encore Monta Ellis, Corey Maggette et ce jeune gamin qui est excitant quand même en fin de saison. Tu vois Curry mettre des matchs à 30 points et tu fais oh. Ouais. Chaud. Il a déjà un petit côté pyromane. Ouais, tout à fait. Direct. Et donc là, on est bien obligé de dire les faits tels qu'ils sont. C'est-à-dire que même si 2 ans plus tard, Ricky Rubio arrive à Minnesota, alors que Johnny Flynn, 2 ans plus tard, est-ce qu'il est encore à Minnesota? J'ai même pas checké. Je vais te dire ça tout de suite. Je crois pas. Je crois que c'est déjà mort. Ou peut-être il est encore... Johnny Flynn est à Houston, voilà, puis Portland, puis l'Australie, combien de matchs puis l'Australie, puis la Chine, puis l'Italie. Ah bah ça va très très vite. Hein. Et en 2015, il n'y a plus de basket. Voilà, c'est ça. Donc même si en 2011, à l'aube de la saison 2011, la saison post-lockout, tu as Ricky Rubio qui débarque et puis qui va nous gratifier d'une tout à fait bonne première saison. Enfin, je veux dire, c'est un rookie talentueux. Il y a déjà 7 ou 8 passes d'ess direct. Oui. Les Wolves, on y croit, avec Kevin Love. Il y aura du... Comment il s'appelait le gros pivot Nicolas Pekovic. Oui, Pekovic. Voilà, chercher son nom et tout. Tu vois, le genre de gars et tout. Attention. Enfin, il y a un truc qui... On est là, genre... les Wolves Michael et Beasley. tout, machin, pas mal et tout, machin. Pendant ce temps-là, on a un Steph Curry, lui, il continue. Il y a des problèmes de cheville, je crois que c'est dans sa 3e saison. Ouais. Où il joue que 30 matchs. Il y a 26 matchs seulement joués dès sa 3e saison et on se pose des questions parce que là vraiment le côté freluquet revient un petit peu sur le devant de la scène. Ouais. Sauf que il va les travailler, ces problèmes de cheville. Sauf que pendant ce temps-là, les Warriors, eux, ils ont une bonne vision, on va dire, des choses. Hein. Ils ont des petites idées pas trop connes, quoi. C'est-à-dire que oups là, Klay Thompson, tiens, dis donc, viens par là, toi, mon grand. Oh, Draymond Green, salut, comment ça va, tiens. Puis, mais est-ce qu'on traderait pas, quand même, pour faire venir... un gros bogot à la place de Monta Ellis. Contre Monta Ellis. Comme ça donnerait les clés à Steph, en fait. C'est cet alignement des planètes qui est complètement fou pour les Warriors parce que tu as un changement de proprio avec aussi Joe Lacob qui débarque et qui dit, en pointant vers le plafond, cette cérémonie qui est inoubliable où il retire, je crois, le maillot de Chris Mullin et ils disent non mais les gars, genre ils se font huer, je crois, notamment les proprios, parce qu'ils viennent de transférer, si je dis pas de bêtises, Monta Ellis, qui était un joueur favori pour les fans. Hein. Monta Ellis, il était extraordinaire avec les Warriors en saison régulière, il était vachement bon. Puis il a fait aussi partie de l'équipe des années We Believe, avec Baron Davis et compagnie. Donc il y a en effet des visionnaires qui se posent là et qui disent ok, bon, Jerry West est dans le coin. Faudrait peut-être essayer de donner la balle à ce garçon-là, parce que moi, ça me dit quelque chose quand même. Les mecs un peu freluquets qui mettent 30 points de moyenne à 50% au shoot et 40% à 3 points. Jerry West, il y connaît 2-3 choses. Il y a aussi d'autres garçons que certains connaissent. Travis Schlenk, Bob Myers, des garçons qu'on a vus par la suite un petit peu en NBA se développer. Bien sûr, dis donc, ils en ont lâché des GM aussi, eux. Hein. Bien sûr. Il y a, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est notamment les débuts d'un certain Mike Malone en assistant du côté de Golden State où il dit je vais essayer de faire travailler ce garçon là un peu Stephen Curry. Donc et puis il y a le coach de shoot, c'est-à-dire que les Warriors non seulement ils savent former des GM, ils savent faire des bons choix et être malin, avoir du pif à la draft et tout, mais après ils croient en leurs gars et ils les développent. C'est ça. Je veux dire, il y a des gars dont on parle jamais. Là j'étais en train de checker le nom pour être sûr d'avoir le nom. Brandon Payne, c'est clairement un nom qui est pas connu du grand public. Le mec, c'est pas du tout un ancien joueur pro ou quoi que ce soit avec une grande carrière ou un gars, tu vois, genre voilà. Non. Par contre, c'est le gars avec lequel Stephen Curry va développer son shoot. Ouais. Pas tout seul, hein. Mais c'est lui le coach, le shooting coach de Steph Curry. Après, il y a tout un environnement, un machin et tout. Mais Brandon Payne, Stephen Curry, il a déjà crédité à plusieurs reprises de tout un travail. C'est un mec qui lui a fait faire... voilà.
C'est un mec qui lui a fait faire des exercices, genre en gros il touchait pas le ballon, c'était juste de la synchronisation entre ta main et ton cerveau, aller le plus vite possible. Enfin tu vois, vraiment des méthodes assez développées, peut-être que assez peu de gars utilisent à l'époque. Donc pendant que Ricky Rubio découvre la NBA et que Johnny Flynn est pas loin de filer, que t'as dit où? Australie d'abord avant la Chine, c'est ça? Australie, Chine, Italie. Bah Steph Curry, lui, il est en train de taffer, on est en train de l'entourer et il est en train de taffer une base de shoot qui est déjà incroyable. Je veux dire, Steph Curry, quand il arrive en NBA, t'avais ses stats de la première saison. Combien de 3 points il prend la première saison tout de suite? Il en prend pas mal déjà. Il en prend 5 à peu près la saison. Il prend tout de suite 5 et tout de suite il met 43%. Quoi. C'est ça. Et ça monte même jusqu'à 45%. Et on est là sur les 3 premières saisons, on n'en prend pas plus de 5. C'est vraiment 5 de moyenne. C'est sur la 4e, lorsqu'il revient de cette blessure à la cheville, qu'il va monter à 7 à 8 tirs à 3 points tentés. Et qui va continuer à maintenir son 43%. Et c'est là aussi où il faut reconnaître tout le taf incroyable bon, j'ai cité Brandon Payne, mais il doit y avoir d'autres gars autour de lui, je connais pas les noms de tout le monde, mais du coaching staff des Warriors, c'est-à-dire qu'ils ont vu ça, et ils ont dit ouais, on va le travailler à fond ça. Alors qu'à l'époque, c'est pas encore genre aujourd'hui, tu vois un mec qui shoot comme ça qui arrive, bah oui, vu le jeu et tout, tu dis bah ouais, faut qu'il prenne 11 3 points par match. Pas de problème, vas-y Trae Young. C'est ce qu'on appelle, t'as fait les enfants de la génération Curry. Hein? Alors qu'à l'époque, avec Curry, fallait se dire, ok, ouais, on va faire ça. Ouais. Bien sûr, c'est ça qui... C'était un autre pari. Tout à fait, c'est ce qui a fait notamment rentrer les entraînements de Curry dans la légende. Tu parlais de Payne, c'est-à-dire qu'il y a des gens maintenant qui s'amassent, et on a vu ça pendant des années, qui se ramènent 2, 3, 4 heures avant les matchs des Warriors pour voir Steph s'échauffer, parce que ça fait partie d'une espèce de légende autour de ce phénomène du shoot. Après, on sait ce qui va se passer. En sortie de 4e, 5e saison, tu as le développement de ces Warriors-là avec du Steph, du Mark Jackson, du Klay Thompson et compagnie. Il y a toujours David Lee, donc ça ne va pas non plus très très loin en playoff, mais une fois que... C'est en demi de conf, je crois, en 2014. C'est leur première participation en playoff. Ils sortent les Nuggets de Evan Fournier, Iguodala et compagnie. Ils tombent sur les Spurs, qui sont à l'époque des vrais roublards, hein, donc c'est difficile. 2014, les Spurs, c'est pas la bonne année pour les prendre, non. Tu peux pas vraiment les affronter. C'est ça. Mais tu as les Jared Jack et compagnie qui essayent de se dire, genre, en fait, on a un vrai deal là avec Steph Curry. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver, si vous voulez, sur YouTube, des images, des premiers témoignages de LeBron, Wade, Bosh, tous ces garçons-là qui sont All-Star, qui accueillent pour la première fois Curry lorsqu'il est All-Star. Et tu les vois dire, genre, c'est un bad boy. Ce garçon-là, il est en train de faire du sale. Mais même LeBron, il y a un docu sur Curry, je me rappelle plus du nom, où on voit des images de Curry à Davidson et tout. Il y a LeBron en tribune qui vient voir avec sa bouteille Steph Curry à Davidson en mode genre ça déchire quoi. Bien sûr. Parce que le phénomène est incroyable. Il est en train de casser les règles du basket qu'on connaît jusqu'ici. La révolution après, elle va se répandre. Vous la connaissez, c'est que du côté de Golden State, on va créer une dynastie tout simplement avec 5 finales en 5 ans, 3 bagues. 5 finales en 5 ans, 3 bagues, un joueur qui va aujourd'hui se poser à table avec Magic, Jordan, LeBron et dire qui a plus révolutionné le jeu. Ah, clairement. Non mais attends, le hit check de Curry à titre, il y a le titre collectif des Warriors qui ont gagné 73 matchs, mais le hit check de 80 matchs là, je sais pas combien il a joué de matchs, mais il en a joué beaucoup, de 80 matchs de Steph Curry lors de la saison 2015-2016, 79, c'est ça. C'est sans égal ce truc. C'est un hit check, normalement c'est 4-5 tirs de suite. On est là, on commande tous les deux, et puis on voit, je sais pas, on voit RJ Barrett, qu'on met un, qu'on met deux. Oh putain, le hit check d'RJ Barrett, il va pull up. Là, l'autre. Oh putain, ça fait 2 semaines. Ouais, il a hit check pendant. Ça fait 4 mois. Pendant 4 mois et demi. C'est ça. Bah, d'où la fameuse légende, hein, on avait fait dans un Q&A. Moi, après, la génération Curry, c'est. Tu recevais les notifications de Curry. Moi, j'ai acheté une meuf pour un hit check de Curry en pleine nuit parce que quand tu reçois le tweet Curry est en feu, tu lâches tout ce que tu fais. Parce que le mec, il met des shoots au buzzer du milieu du terrain. C'est complètement dingue. Maintenant, il y a le versant Minnesota. Voilà. Donc voilà ce que Minnesota a raté. Après, moi, j'ai pas envie de leur jeter la pierre complètement là-dessus, dans le sens... Non, attends, je m'explique. Là où je vais évidemment leur jeter des gros pavés même, c'est... genre... Tu prends 2 meneurs devant Steph Curry. Waouh. Alors après, c'est toujours plus facile à dire après. Et on juge les drafts après. Bah oui, on n'a pas le choix. De toute façon, on peut pas savoir avant ce que vont donner les mecs. Juste là, on a une équipe... Elle avait besoin d'un meneur, on l'a identifié assez clairement quand tu nous as lu l'effectif. On a bien compris que sinon le titulaire c'était Ramon Sessions et que donc par conséquent il te faut un meneur.
Elle avait le spot 5 à la draft, le spot 6 à la draft, et elle n'a pas pris Stephen Curry. Franchement, c'est de la bonne grosse bourdasse. Hein. C'est du choc total. J'essaie de trouver un comparo. Vous Un avez... comparo, tu veux dire un mec qui s'est choc autant? Vous avez pris Josh Howard et Boris Dio devant LeBron en 2003. Oui, ou disons que... Non mais, oui, non mais je vois ce que tu veux dire. C'est chaud. C'est chaud, mais surtout qu'en plus, parfois, tu sais, on se moque d'équipes, genre par exemple, les Blazers, quand même, Greg Oden devant Kevin Durant, mais ils avaient le choix 1, ils ont pris un joueur hyper fort, qui a plus de genoux, et donc en 2, oui, il y avait un autre joueur hyper fort. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple comme ça je sais pas, oui... Darko Milicic en 2, là, ça c'est une bonne grosse bourdasse dans la draft 2003, tu vois. Là, on est sur le pick 5 et le pick 6, ça veut dire qu'il y a déjà des très gros joueurs qui sont partis. Mm-hmm. Donc c'est un petit peu plus facile, normalement, de faire ton putain de choix, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Normalement. Visiblement non. Visiblement non. Parce que bon, Ricky Rubio, il est encore en NBA, carrière très très honorable de Ricky Rubio. Sûr. Je veux dire, quand on voit sa saison dernière avec les Suns, je veux dire, je vais pas commencer à critiquer. Non, il a fait à Phoenix l'une de ses meilleures saisons individuelles. Il a fait progresser cette franchise. Il a été bon, moi je trouve, à Utah. Mais il a été les bon Wolves, c'était compliqué. Il a lui aussi été touché au niveau des blessures. Ouais. Il a été quand même le patron d'un mondial. Avec l'Espagne, je veux dire, c'est un mec qui n'a pas à revenir sur sa carrière, il est très fort et Ricky restera marquant, mais là on va y venir après dans la boîte à SF et dans l'échelle du what if, mais c'est Stephen Curry, c'est un truc qui se passe une fois, enfin c'est une éclipse, c'est un truc qui se passe une fois tous les combien, tu vois. C'est une éclipse de 10 piges, hein, quand même. C'est ça, donc je veux dire, si tu... Attention, hein. Il fait noir, hein. Il fait très très noir, c'est très très sombre. Arrête, c'est noir. Non, mais c'est vrai qu'on a ce sentiment de double loupé parce que Minnesota a 2 pics de draft et que derrière on va le voir surtout, et ça va nous permettre après de faire transition avec la boîte à SF, c'est que... T'as des destins en jeu de franchise là qui changent complètement. Bien sûr, et de joueurs. Et que c'est pas qu'une question non plus de chance, c'est aussi une question ou de malchance, c'est aussi une question de nose, parce que l'ami David Kahn, qu'on a retrouvé ensuite du côté de chez nous, il y a eu des choix de draft à Minnesota. Attention, il y a aussi d'autres garçons qui ont été laissés de côté où tu te dis mais... Complicado de ouf. On est d'accord. Complicado de ouf, mais là c'est vrai que tu laisses filer. Après ça génère pas mal de questions. J'ai l'impression qu'il faut aller se poser des questions, non? Qu'est-ce que t'en penses? Maintenant qu'on a bien posé le délire. Prépare ton doigt car nous allons tout de suite faire la boîte à SF. La boîte à SF. The boîte à science-fiction small forward, donc rien à voir avec Stephen Curry, mais effectivement là il y a pas mal de questions à se poser. Moi j'en ai une, si tu me permets, j'en ai une tout de suite pour toi. Vas-y. Hein. Est-ce que Steph Curry, ça devient vraiment Steph Curry si c'est les Wolves qui le prennent? C'est la plus grosse question en fait. Ah oui, je te cache pas. Ouais. Il y en a d'autres, quelques-unes, mais elles vont être moins... Pour ça je mets le gros steak d'entrée, moi. Moi j'ai toujours été très très clair sur cette... Environnement, on en a parlé plein de fois. Hein. Je préfère être très clair exactement sur ce point-là, c'est que je pense qu'un joueur devient un joueur aussi parce qu'il tombe dans le bon cadre. On a eu l'occasion de parler de voir ce que donnerait un Bam Adebayo s'il n'est pas, par exemple, à Miami, de voir ce qu'un Kawhi Leonard donne s'il n'est pas à San Antonio, de voir ce que Paul George donne s'il n'est pas à Indiana, entouré de vétérans, avec un vrai staff de développement, etc. Combien de franchises on a pointé du doigt en disant « tu es un rookie, tu tombes là-dedans, c'est la merde ». C'est la merde. Et il y a des garçons qui sont passés par Minneapolis, le Minnesota, les Timberwolves, et qui s'en sont jamais sortis. Parce qu'au niveau du coaching, du management, du suivi, bref, de la linéarité dans la construction d'un projet, tu ne pouvais pas t'en sortir. Donc, ma réponse, elle est claire. Je pense que Steph aura été quand même un très très grand joueur de basket, je pense, parce que je crois qu'il avait quelque chose d'intrinsèquement et d'intimement révolutionnaire et novateur. Si ça se trouve, en fait, il aurait pu faire des saisons à 37 points de moyenne parce qu'en fait, il aurait pris 11 shoots à 3 points et que le mec est juste trop fort, tu vois. Peut-être qu'il aurait pu faire un duo avec Kevin Love et qu'on serait là, genre, comment tu défends ça, en fait, au début des années 2010. Comment t'attaques, tu sais. Comment t'attaques, par exemple, tout à fait. Comment t'attaques dessus, tu sais. Ouais. Comment tu défends, par contre, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Mais attaquer sur Kevin Love et Steph Curry, franchement... Tout à fait, mais Steph et Kevin Love au début des années 2010...
Par contre, C'est vrai que c'est un pick and pop assez sympa, ça. tout à fait. Par contre, je suis désolé, mais le palmarès, c'est pas, Steph ne connaîtrait pas de dynastie. No way. Je suis d'accord. Pas dans une franchise aussi claquée. Excusez-moi les fans de Minnesota, hein, je sais que ça va être dur pour vous aujourd'hui. Hein. Vous l'avez vu dès que vous avez vu le nom de la vidéo. Mais franchement, on est d'accord. Steph, ce serait... Pete Maravich. Genre de... Ça peut même être pire. Hein. Enfin, je veux dire... Maravich, il a quand même eu une carrière, une dizaine de saisons, il a fait des grands trucs et tout. Comment ça serait passé pour ses chevilles? Comment est-ce qu'il n'aurait pas été tradé dans un trade tout pourri? Tu vois, genre, attention, hein, ça peut vite partir en vrille, hein, ce genre de destin. Hein. Tu vois, après, Steph, il a une qualité intrinsèque qui n'a rien à voir ni avec les Wolves ni avec les Warriors. Environnement sain, environnement pro avec le papa pro, le frangin qui va devenir pro aussi, donc il a une stabilité quand même qu'il aurait eu, je pense, dans le Minnesota comme il l'a eu à Golden State, franchement, je pense. Hein Une stabilité familiale, une stabilité d'esprit, enfin tu vois, Steph, il a toujours dégagé ce côté sain d'esprit, intelligent, bon gars, un bosseur, un tueur sur le terrain et tout, mais tu vois, genre, il a cette réputation de gars jovial, équilibré, sympa, famille et tout, quoi. Je pense qu'il aurait pu l'avoir aussi dans le Minnesota, il aurait pu garder cet équilibre et tout. Donc ça, à voir comment ça tourne. Par contre, je suis d'accord avec toi, autant sur le plan individuel, Je pense que le mec était trop fort et qu'il aurait un peu... le mec aurait peut-être... Après, faut voir, parce que quand même, Steph, j'avais vu une interview de lui, il explique bien que Brandon Payne et l'autre gars dont j'ai pas le nom ont vraiment révolutionné son tir. Bien sûr. C'est Steph qui le dit. Hein. Il dit, m'ont révolutionné mon tir. T'es là, tu fais, ouais, quand même. Tu vois, genre, Non, mais quand il y même, avait... genre, Ils ont c'est pas- contribué. C'est pas rien, quoi. Et il y a plein d'éléments qui ont contribué, mais je pense que, ouais, individuellement, il aurait peut-être fait une carrière complètement dingue. Mais on lui aurait peut-être... tu vois l'image... Maintenant qui est en train d'évoluer pour Devin Booker, où pendant des années il y a eu des grosses performances dans une équipe claquée au sol. C'est énorme individuellement. On en parle encore nous tous les deux. À la fois on était en off, on était là genre bien Devin sûr, il est Booker, trop le mec fort. techniquement il est juste trop Il est trop fort. fort. Tu vois. Et là le script est en train un petit peu de changer. Petit à petit. Et encore. Il y a hein. du taf, là, mais il est Ouais, jeune. ouais, tout à fait. Mais tu vois, il y a encore des trucs de genre, on sait pas s'il est All-Star et tout. Tu vois, parce que ça a mal démarré la saison. Il y a peut-être une sorte de voie comme ça où il aurait été très très fort individuellement, mais dans une équipe où pendant des années c'était tellement. Bradley Beal. Hein? Bradley Beal. Tu sais que Bradley Beal... Ouais, tout à fait. Et Tu encore. le mets dans un environnement à la Warriors, tu sais qu'attention. Tout à fait, mais Bradley Beal, dès sa 2-3e saison ou 4e, je crois qu'il fait déjà les demi-finales de conf à l'Est. C'est vrai qu'avec John Wall, ils ont gagné des trucs. Ils ont fait 2-3 Non, trucs. c'est Ils vrai, sont en j'avoue, Game j'avoue. 7 de demi-finale de conf. et tout. J'avoue. Là, Steph, non, moi, la question que j'allais te poser, c'est. Moi, j'avoue, je peux pas. Je sais pas quoi penser, soit des Warriors en termes d'image de franchise, ou soit comment ça se passe au niveau de la répartition des titres dans la décennie 2010. En fait. C'est ça, surtout. Parce que moi, la question, c'est genre. Moi, je suis LeBron, James, je j'ai suis le seum. LeBron, je me dis, what? Prenez-le, les Wolves. Mais prenez-le. Mais merde! Mais putain! Bah, clair. Parce que le plus gros rempart à LeBron et le plus gros rempart à même à ce qu'on a pu voir après avec KD, etc. Harden, Chris Paul. Si ça se trouve, le Thunder reste ensemble. Hein. Ouais, ça se trouve, ils ont des bagues ensemble. Parce que tu ne te tapes pas ce roadblock, ce bateau Spurs. en plein... Tout à fait, ce bateau en plein canal de Suez, j'ai envie de dire, qui pendant 5 Tu veux ans... dire un porte-container qui se planterait dans le sable? Tout à fait, j'ai envie de dire un evergreen, le feu est toujours vert pour Steph. Hein. Mais là, pour le coup, on a eu pendant des années des équipes qui ont dit stop, si on va affronter Golden State, on sait ce qui va se passer. Belle régulière, drapeau blanc, lâche tes armes, t'affrontes les Warriors de Curry. C'est pas les Warriors de Steve Kerr, c'est pas les Warriors de Dre, c'est les Warriors de Curry. Bien sûr que c'est les Warriors de Curry. Sans lui, il n'y aurait pas eu cette dynastie du tout. Les autres ont été très importants également. Même Mark Jackson au début, ensuite Steve Kerr qui reprend le flambeau, l'ascension de Klay Thompson, l'ascension de Draymond Green en tant que cœur défensif, que aboyeur et tout de ce truc, on est d'accord. Mais sans Steph Curry, il n'y a pas de départ, quoi. Il n'y a pas de fondation, quoi. Je te pose une question. Il est drafté on le fait drafter en 5 ou en 6? Mais alors, justement, j'allais venir à la question. Si les Wolves le prennent, que ce soit en 5 ou en 6, On prend Curry et Rubo? par exemple, mais je m'en fous de ça. Qu'est-ce qu'ils font les Warriors en 7? Parce que là, tu vois, on est en train de parler de l'histoire des Ils Warriors. prennent Johnny Flynn. Ah bon? Bah, c'est pas sûr, ça. T'es sûr de ça, toi? Ouais.
Ah ouais. Ok, si tu le dis. Bah, ils sont en sortie de Baron Davis. Ils ont besoin d'un meneur solide. Ouais, pour toi, ils prennent forcément Johnny Flynn. Bah, t'as Monta Ellis qui est vraiment un pilier à l'époque de Golden State. C'est horrible comme phrase, hein, mais t'as Monta Ellis et Corey Maggette qui sont avec Stephen Jackson, qui sont cette espèce de 2-3-4 où ça marche. Golden State va pas prendre. Est-ce qu'ils sont capables de monter sur un Jrue Holiday ou un truc comme ça, par exemple? Oh non, je pense pas. Ou peut-être Brandon Jennings, tu vois. Max. Mais Brandon Jennings a porté son incertitude parce que lui, avec Monta Ellis, on fait un petit duo à Milwaukee. Moi, je me rappelle avec Léon. Tout à fait. Je sais pas quelle version de Touquet c'était, mais il nous faisait chier, on n'arrivait pas à les défendre. Ah, c'était relou. C'était hyper relou. Celui qui a annoncé qu'il allait battre Miami en 5. En 6, c'est-à-dire qu'il est mené 3-0. En 6, c'est-à-dire qu'il est mené 3-0. Ouais, c'est comme ça. 6 à 2-0. Ouais. C'est géré. Ouais. Non, je pense qu'ils auraient pris Johnny Flynn. Et que Brandon Jennings aurait atterri à Milwaukee, etc. Mais c'est pour LeBron et pour tous ces gens de la décennie 2010 qui ont buté sur Golden State et cette franchise qui de A à Z, du premier au dernier homme, aura été gérée mais de main de maître dans le recrutement des joueurs, dans la formation, dans la façon dont ils ont cassé le game avec des KD, des David West, des McGee et tout qu'ils ont formé derrière. Ça se trouve, McGee reste un mec pointé du doigt, teubé jusqu'au bout. L'étincelle de ce truc, l'allumette qui démarre ce feu, c'est Steph Curry. Et du coup, j'ai une autre question pour toi, dans la continuité de ça, c'est que Steph Curry, on dit que c'est une révolution pour le jeu. Je suis le premier à le dire et je le pense vraiment. C'est une révolution. Tu as parlé tout à l'heure des enfants de Steph Curry et tout, machin, les mecs qui se mettent à shooter de loin et tout. Genre, même Lillard peut presque être mis là-dedans, tu vois. Genre, même si les générations se croisent vachement et tout, mais je veux dire, les Trae Young et d'autres gars comme ça, c'est clairement ça. Plus personne a peur de shooter de 9 mètres maintenant. Et nous, quand on regarde des matchs, on voit des mecs prendre des tirs de 9 mètres. Si le mec a un pourcentage correct, on dit là, bah ouais, faut défendre, c'est un spot, enfin bref, et ainsi de suite. Le spacing a complètement changé. Si Steph Curry n'avait pas eu les succès, il avait eu le même jeu, hein, tu vois, Walls, là, il cartonne et tout machin, mais sans avoir le succès collectif. Que du coup, on aurait dit, bah ouais, un joueur incroyable, bah ouais, il peut shooter de n'importe où, mais par contre, ça gagne pas. Bah, Charles Barkley. Je pense que la révolution, elle est pas la même, hein, voire non, elle est pas la même. Je pense qu'il y aurait elle est pas la même, voire elle est pas là. Même, tout à fait. Barkley continuerait à se gratter le ventre en disant bah, vous voyez bien, on peut pas construire un titre autour du. En plus, Barkley qui nous parle de comment construire un titre. Mais c'est clair, il est gonflé. Mais comment est-ce qu'on peut gagner un titre autour d'un meneur? Vous voyez bien que ça ne marche pas. Je pense que par contre, je vois ta question, mais je me demande si en fait lui n'aurait pas servi peut-être de catapulte, c'est-à-dire à d'autres peut-être. Mais ce serait pas lui du coup. C'est ça, ce serait pas lui. Lui serait. C'est horrible cette phrase. Le Gilbert Arenas d'un autre gars quoi. J'allais dire, en fait, quand on a parlé de Gilbert, on aurait fait une liste, on aurait fait Gilbert a donné naissance à Stéphane Curry, je sais pas si vous vous souvenez, qui est très fort, qui a donné naissance à Damian Lillard, ou ne sais-je, ou un garçon comme ça qui va éclore et on va faire oh my god, Jimmer Fredette. Le succès collectif est primordial pour asseoir le fait que tu es vraiment que tu fais vraiment partie à part entière d'une révolution du jeu. C'est-à-dire que Steph Curry, ce qui est fou, et c'est là qu'il a influencé, qu'il influence et qu'il influencera encore des tripotés de jeunes meneurs, c'est qu'il a prouvé que tu peux être le leader d'une équipe qui gagne en ayant ce type de jeu-là. Et que ton système peut être autour de toi la gravité, on a parlé de la gravité, on n'a jamais autant utilisé le terme de la gravité, où on voyait Steph qui a attiré 10 yeux, 5 joueurs, 5 défenseurs qui étaient là à se demander quels sont ses déplacements, le retour du jeu sans ballon, la façon dont tu peux débloquer toute une défense, dans la façon dont tu cuts ligne de fond. Il a tellement inspiré toute une nouvelle manière de voir le basket que je sens que la note elle va être très très drôle à distribuer. Mais petite question, tiens, que je te renvoie parce qu'on a parlé beaucoup de Steph, on a parlé des Warriors. Côté Minnesota, on disait donc que ce serait pas le même joueur, etc. Bon, on aurait peut-être les Wolves de Steph, Kevin Love, 2-3 gars. Elle aurait une autre image, la franchise. Peut-être que l'image est pas la même. Elle aurait gagné des trucs tellement il est fort. Peut-être qu'elle aurait gagné des trucs. Pas être champion, mais genre. Et j'allais te poser la question, est-ce qu'un garçon comme Kevin Love, il bouge forcément jusqu'à Cleveland? Non, pas forcément. T'es avec un meneur incroyable avec qui tu peux jouer en pick and pop. Andrew Wiggins joue à Cleveland, point barre. Bon courage, LeBron. Oh, tu parles, leur à jouer 4 plutôt. Non, peut-être que LeBron, juste, tu vois, il continue ses conneries à Miami et il fait genre, vas-y, je vais pas retourner à Cleveland. Les mecs, ils ont monté quoi comme trade? Ils ont qui? Hein? Bah ouais. Ils ont Kyrie Irving, JJ Hickson, Andrew Wiggins et vas-y, c'est bon, allez jouer le play-in.
Non, mais Minnesota, tu vois, ouais. Kevin Love, peut-être qu'il bouge pas. Je pense qu'un joueur comme ça, au-delà de Kevin Love même. Bah non, mais c'est la star quand même. Oui, c'est la star. Mais par contre, je sais pas s'il serait resté la star si longtemps. Je pense que si les chevilles de Steph Curry. On sait pas comment, tu vois, comment ça se passe et tout. Mais si les chevilles de Steph Curry suivent le même chemin que celui qu'on a connu à Golden State, je pense que la star, c'est Stephen Curry assez vite et que Kevin Love devient son lieutenant. Ça fait un bon duo. C'est un très bon duo, c'est un duo de pick and pop, c'est un duo très compliqué à empêcher de scorer. Il faut voir comment tu les entoures de défenseurs, par contre, mais tu les entoures de défenseurs, en gros, tu te fais même pas chier, quoi. Genre, tu prends des gars athlétiques qui défendent, tu mets autour. Terminé. Est-ce que justement, pour rentrer un peu dans les détails, parce que les fans de Minnesota... Tu peux gagner quoi avec ça? Bah, c'est ça, et puis surtout, j'ai envie de dire, les fans de Minneapolis le savent bien, parce qu'ils ont connu ça pendant toute la décennie. On parle d'une franchise qui est retournée une fois en play-off depuis 2004-2005, enfin depuis les années Kevin Garnett, c'était une fois avec Tom Thibodeau et compagnie. C'est, est-ce que, quoi qu'il, Glenn Taylor, le propriétaire, et les histoires de management qu'il y a eu à Minnesota font que la franchise aurait été, quoi qu'il arrive, trop bordélique, et donc tu aurais gâché un truc pareil? Peut-être. Peut-être. Parce qu'on parle d'un dysfonctionnement qui est all-time. Mais il est clair que, vu comment la franchise des Wolves fonctionne mal depuis 15 ans, donc avant la draft de Curry, il est clair que... et pour la franchise, je pense pas qu'il aurait pu genre leur apporter un titre comme ça, juste Stephen Curry. Je pense que tu as quand même besoin d'une structure et tout autour pour aller chercher un titre, même si tu as le meilleur meneur du monde au moment, à l'instant T. Et je pense que pour Stephen Curry, ouais, ça aurait été une beaucoup moins belle carrière, parce que tu tombes dans un environnement beaucoup plus chaotique, avec zéro stratégie, avec aucune vision, quoi, aucune vision, tu vois, genre, c'est quoi la vision des dirigeants des Wolves sur les 15 dernières années? Je veux dire, les mecs n'ont pas été foutus d'aller en playoff, alors qu'ils ont eu, ils ont eu du first pick de draft, ils ont eu plein de choses, hein, les Wolves, hein. Ils ont eu du joueur de talent, du first pick de draft et tout, machin, ils ont eu beaucoup de choses. Ils ont été incapables d'en faire quoi que ce soit. Donc il est clair que ce pick 5 et ce pick 6, Rubio puis Johnny Flynn, sont avant tout, pour moi, une très grande opportunité pour Steph Curry et donc du coup pour le basket en fait. C'est ça aussi le truc. Ouais. Putain, je réfléchissais en même temps au fait qu'en fait le basket ne serait peut-être même pas... Le basket serait très populaire, hein, mais quand on voit l'impact qu'a eu Curry en termes de popularité dans le monde, bien sûr, avec son jeu, non, je me demande si on parlerait pareil en termes d'audience ou de... On aurait quand même évidemment les LeBron et les KD, etc. Ce serait des dingueries, mais Steph a apporté quelque chose de... Ouais, des gens qui bitent rien au basket, qui Curry. T'as la sensation, quand tu vois Steph Curry jouer, t'as la sensation, t'as cette sensation que tu pourrais t'entraîner et faire pareil. Shooter de loin. Ouais, être rapide, pas si grand. Bien après, sûr, c'est ça. Et c'est ça que... Il a bossé son physique, hein, le pépère, bien Steph sûr. Curry, attention. Mais c'est ça qui était dingue, c'est le nombre de fois on a vu un joueur, au-delà de la technique même révolutionnaire, mais des joueurs aussi marketing, aussi marketés. Le symbole que ça représentait pour la NBA en termes de consommer comme Stephen Curry, parce que Stephen Curry c'est bien, c'est beau, c'est ce qu'on veut voir. Je sais pas si avec le maillot des Wolves ça aurait été la même. Après il y a des garçons qui peuvent nous modifier tout un script, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu vois on se pose des questions sur Ja Morant qui débarque à Memphis ou Zion Williamson qui débarque au Pélican. Et on se dit si ça se trouve le mec a tellement de talent qu'il change toute la structure de la franchise. Ouais. Et on va voir avec eux. Si ça se trouve on va se dire genre damn, si ça se trouve Zion il aurait dû débarquer au Knicks. Zion, c'est encore un autre délire ça. Non, mais tout à fait, mais il y a un côté, tu vois, il y a un truc, est-ce que tu as tiré au bon endroit au bon moment? Et je crois que Steph, là, la NBA peut remercier David Kahn très très fort, parce qu'à mon avis, d'avoir un tel produit marketing dans leurs mains, quand on voit comment ça s'est passé, un produit sportif, t'as d'autres questions ou pas? Non, c'est... Moi, j'ai la gerbe à cause des Wolves. Là. Ah ouais, à ce point-là? Bah franchement... non, parce que t'as pas un pic, t'en as deux, quoi. C'est ça qui est chaud. C'est ça qui est chaud. 2 pics devant Stephen Curry, tu prends 2 meneurs. Aïe, 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 aïe. On met une petite note sur l'échelle de What If, comment ça se passe? Ouais, Est-ce que t'es prêt à noter ça? Tout à fait. On va faire ça tout de suite, on va regarder ça dans l'échelle du What If. L'échelle du What If. Vous le savez, dans cette petite séquence, on peut mettre une note allant de 1 à 5. Jusqu'à 5. Tout à fait. Si vous mettez la note entre 0 et 1, eh bien c'est que vraiment cette enquête, bon, ça va. Ça n'a pas non plus changé l'histoire de ce sport, ni de la National Basketball Association. Si vous mettez 5 étoiles, là par contre, attention, séisme.
ça a pu changer bien des choses. Je rappelle juste avant de te laisser sur le dance floor, donc prépare bien ton argumentaire. Le top 10 de la draft 2009 dans l'ordre: Blake Griffin, Hashim Thabit, James Harden, Tyreek Evans, Ricky Rubio, Johnny Flynn, Stephen Curry, Jordan Hill, DeMar DeRozan et Brandon Jennings. Alex, ta note entre 0 et 5? 4. Un bon gros 4. C'est sérieux quand même. Je veux dire, on parle de la carrière du meilleur shooter de tous les temps. Il serait peut-être devenu quand même l'un des meilleurs shooters de tous les temps de toute façon. Mais par contre, pour le côté révolution, là, comme on l'a déjà très bien expliqué en posant les questions dans la boîte à science-fiction, moi je pense que ce côté shooter incroyable, ce côté révolutionnaire dans la façon qu'a Curry d'aborder le jeu offensif et la façon qu'il a de prendre ses tirs, n'aurait pas été aussi bien reconnu qu'il ne l'est s'il n'y avait pas eu les titres avec. Clairement. Et t'es pas MVP unanime si t'es au Minnesota Timberwolves et que tu gagnes 28 matchs dans ta saison. Désolé. Même si tu tournes à 30 points par match avec 43% à 3 points. C'est vrai ou pas? Voilà. Donc un hit check d'un an, c'est bien quand ça gagne. Donc là, non. Ouais, c'est un bon gros 4. Et j'ai rien contre les Wolves, mais qu'est-ce que je suis content qu'ils soient tombés aux Warriors. Bah. Quel kiff. Parce que voilà, y a le côté, comme je disais, par rapport à Barkley et tout, il y a ce côté un peu que la NBA est capable de se régénérer en permanence, que on est sur une ligue où les choses bougent, les choses changent, les philosophies de jeu évoluent. On a connu les années 90 avec deux intérieurs, dont, enfin, je veux dire, le poste 4, la plupart pourraient même pas jouer pivot aujourd'hui en NBA, clairement, parce que le jeu a évolué. Après, il y a eu des pivots, il y a eu Shaq, alors il fallait contrer Shaq. Maintenant, on est dans une ère quand même dominé par des surathlètes hallucinants qui viennent des postes 2, 3, 4 pour être large, quoi, des wings, quoi, t'es d'accord, et ce sont eux qui font la loi et tout. Au milieu de ça, il y a Stephen Curry, 1m90, 80 kg, pas non plus, c'est pas un surathlète. Stephen Curry, c'est un athlète de très haut niveau, mais c'est pas du tout un surathlète et il domine autrement. Et ça, c'est formidable, et je pense que pour le basket, c'est hyper important, donc c'est un bon gros 4. Pourquoi c'est pas bien? C'est pas bien comme note? Tu vas encore mettre 5? Je vais pas encore mettre 5, je vais mettre 5. Je vais mettre 5 déjà pour une raison simple, c'est que quand on a parlé de faire des enquêtes Trash Talk, cette question-là, tu sais qu'elle vient très vite. Je suis d'accord. Tu sais que celle-là, elle vient. Quand ah, mais je suis d'accord. Elle vient très très vite parce que tu te dis, damn, c'est vrai qu'il y a eu 2 pics de draft. On parle d'un joueur all-time. On parle d'un impact sur des joueurs all-time. On parle de finale all-time, ce qui s'est passé ensuite en 2016. Je ne nie pas le fait que Steph, intrinsèquement, aurait pu être extraordinaire comme joueur, oui, mais combien, bien sûr. Mais combien on en a vu dans l'histoire de l'NBA qui ont été très très forts, mais qui, parce que n'étaient pas au bon endroit au bon moment, ça s'est pas bien passé. J'ai l'impression que Steph, c'est un des plus grands croisements de l'histoire de le bon joueur, la bonne année, dans la bonne franchise, au bon moment. L'alignement de planète. Et donc ça, pour moi, c'est un truc qui a une telle probabilité que je suis obligé de mettre la note maximale. Les gens, aujourd'hui, quand ils se mettent au basket, ils vont... Tim Duncan, dans ce cas-là. Peut-être. Tim Duncan, c'est pas mal aussi. Peut-être, tout à fait. Mais si tu veux, moi, je vois comment le basket, maintenant, commence à être joué. Comment les gens ont des discussions sur des lignes à 4 points. Quand on a des game winners de 8 à 9 mètres, où maintenant, c'est devenu une espèce de normalité de prendre ces shoots-là. Le spacing. Et c'est nous pour qui ça. regardons du basket depuis des années, le spacing. Ah, mais c'est pour ça. C'est un truc de malade mental. Bien sûr, avec lui, t'as tout qui a changé. Je pense que même, honnêtement, nous, je veux dire, Trash Talk, depuis 2012, je pense que si tu n'as pas le virage Cavs-Warriors ou la révolution Curry, une des plus grandes saisons de tous les temps, un MVP unanime, il n'aurait jamais été MVP unanime dans le Minnesota, ou alors, expliquez-moi comment ça aurait pu être le cas, mais ça change des franchises, des joueurs. On fera un jour ce classement-là, peut-être du top 10 all-time des joueurs qui ont le plus révolutionné le jeu. Steph, il est quoi? On n'a pas déjà fait ça? Peut-être, mais en tout cas, il se réveille tous les matins, il est podium. Ah, mais en termes de révolution de jeu. C'est qu'il est... Ah, il y a du monde. Il y a du monde, mais tu vois ce que je veux dire? People, allez, ils sont 5.
Ils sont 5 dans la cuisine et Steph baille très très fort. Ah oui, il baille très très fort, mais il y a du monde. Et il y a du monde. Mais tu es donc sur une révolution totale du jeu, une franchise qui a remporté plusieurs titres. Je veux dire, les Warriors, ils avaient un titre dans les années 70, mais il y a l'avant et après Curry. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'es là genre, les Warriors peuvent-ils par la suite rattraper les Bulls de Jordan avec 6 titres ou les Spurs de Duncan avec 5 titres genre. Attends, il y a des mecs qui ont dit ouais, Warriors 2016 ou Bulls 96. Je pense que la carrière de Kevin Love n'est pas du tout la même. La façon dont Kevin Love est C'est vu. possible ça. Ah franchement, le bras droit, Kevin Love, le bras droit de Stephen Curry, dans son prime Kevin Love. Ça se trouve, ils auraient été foutus d'aller en playoff faire des trucs. Hein. Mais bien sûr, bien sûr. Après, de là à gagner un titre, je pense pas, mais ils auraient peut-être fait des dingueries, et puis Kevin Love serait vu différemment. Je pense que ça impacte la carrière de LeBron. Je sais pas. En fait, je n'arrive pas à concevoir un monde, quand on voit le basket actuel, dans lequel il n'y aurait pas eu Steph et sa révolution du shoot et la révolution des Warriors. Donc, ça se trouve, Klay Thompson, en fait, c'est genre. C'est un super 3&D, mais tu vois, t'es là, genre bon. C'est clair. Ah ouais, non, ça, je suis d'accord par contre. Ça se trouve, Draymond Green, en fait, on est tous là. Il y a plein de gens qui ont lancé les débats. Genre, Draymond Green, tu le mets dans une autre franchise, dans notre système. Quincy ici. C'est Kenneth Farid. Ça, c'est un peu chaud, quoi. Alors que là, c'est parfait. C'est parfait, Draymond Green avec Steph. Bien sûr. Et Draymond, je pense qu'il touche jamais le même salaire. Mais non. Et il est jamais dans un truc en 3 mots. Dont il discutera peut-être en fin de carrière. Note maximale. Alex a mis 4, j'ai mis 5. Évidemment, dites-nous, vous, qu'est-ce que vous mettez comme note à cette enquête. Et si les Wolves draft Stephen Curry en 2009, je crois qu'on est bon. On est pas mal. On est pas mal. On vous donne évidemment rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle enquête Trash Talk. Ne pleurez pas trop les fans des Wolves. On vous retrouve en playoff en 2047. Et félicitations Warriors pour ce magnifique coup de génie. Des bisous. Ciao, ciao. À lundi prochain. Ciao.